Imaginez un peu. On se réveille malade, cloué au lit, incapable d'aller travailler. Et la première chose qui arrive, c'est que le portefeuille le sent passer. Directement. Hmm, Pour beaucoup d'agents de la fonction publique en France, c'est pas une fiction, c'est l'effet bien réel du jour de carence. exactement. Aujourd'hui, on va décortiquer ça justement, ce dispositif. Et pour nous guider, on s'appuie principalement sur un document syndical, une prise de position très claire de Force ouvrière, FO. Oui, Le document s'intitule FO dit non au jour de carence. L'objectif, c'est simple. On va essayer de comprendre ce qu'est ce fameux jour de carence, pourquoi FO s'y oppose si fort, et quelles sont leurs revendications précises dans ce texte. d'accord. Alors on y va, on décortique ça? Allons-y. Bon, commençons par la base si vous voulez bien. Le jour de carence, qu'est-ce que c'est exactement dans la fonction publique? Alors, il faut savoir que ça date pas d'hier, enfin si, relativement. Ça a été introduit par une loi en 2017. Ah oui, 2017. Et ça concerne qui? Ça concerne quasiment tout le monde dans la fonction publique, les fonctionnaires titulaires, bien sûr, mais aussi les stagiaires et les agents contractuels. D'accord, donc une large partie des agents. Et le principe, c'est quoi concrètement? Le principe, il est assez simple et, on peut le dire, assez brutal. Le tout premier jour d'un arrêt maladie, qu'on appelle ordinaire, donc pour une grippe, une angine, ce genre de choses, eh bien, ce jour-là n'est pas payé. Zéro. 0 €, d'accord. Et il y a un point important que souligne d'ailleurs FO dans ses communications. Oui, tout à fait. Ce jour, même s'il n'est pas payé, il compte quand même comme un jour d'absence pour Monagui. Exactement. Mais, et c'est là le point crucial, l'agent ne peut pas dire « bon je vais poser un jour de congé à la place », ou un RTT, ou même une autorisation spéciale d'absence. C'est pas possible. Non, non, c'est impossible. C'est vraiment une perte sèche, quoi. Directement sur la fiche de paye du mois, on le voit passer. Oui, c'est ça. Une perte nette. Ce qui est frappant d'emblée, et c'est vraiment au cœur de l'argumentaire de Force ouvrière, tel qu'on le lit dans leurs documents, c'est l'immédiateté de la chose et son automatisme. Mhm. Dès le premier symptôme qui vous empêche de travailler, hop, la sanction financière tombe. Une petite grippe, une gastro, l'impact sur le revenu est là. Il n'y a pas de notion de gravité de la maladie, c'est ça? Non, aucune. Pas de seuil, pas de distinction, ça peut toucher n'importe quel agent pour des maladies très courantes qui demandent juste quelques jours de repos, pour soi-même et aussi pour pas contaminer les collègues, évidemment. C'est vrai que cet aspect systématique est assez marquant, mais le document des faux, il va plus loin. Ils utilisent une expression assez forte, je trouve. Ah oui, hein? Laquelle? Et faux parle de double peine. On a vu le premier aspect, ce premier jour non payé, mais c'est quoi alors le deuxième volet de cette double peine selon eux? Eh bien voilà. Force ouvrière souligne qu'après ce premier jour, où on ne touche rien, l'indemnisation qui prend le relais pour la suite de l'arrêt maladie, toujours pour un arrêt ordinaire, elle n'est pas complète. Elle n'est pas à 100%. Ah bon? Et elle est de combien alors? Dans la plupart des cas, elle ne serait que de 90% du traitement de base de l'agent. Ah oui, d'accord, donc 90%. Absolument. Et pour bien comprendre la critique de Force ouvrière, il faut vraiment voir les deux ensemble. C'est pas juste le premier jour qui saute. Non, c'est l'accumulation. C'est ça. Jour 1 est égal 0 €. Et à partir du jour 2, pendant un certain temps, c'est seulement 90% du salaire habituel. C'est cette combinaison qui fait que FO parle de double peine. Exactement. La perte sèche au début, suivie d'une rémunération réduite. Ils insistent là-dessus. L'agent subit 2 fois les conséquences financières d'être malade. Donc si je résume l'impact financier tel que le dénonce FO, jour 1, perte totale de la paie journalière, C'est ça. et les jours suivants, pendant une durée qui peut varier, mais souvent les 3 premiers mois, c'est une perte de 10% du traitement. Voilà, c'est ça. Et cette critique, elle s'inscrit aussi, c'est ce qu'on lit entre les lignes du document de FO, dans un contexte plus large, hein. Oui. Les tensions sur le pouvoir d'achat, les conditions de travail dans la fonction publique. FO met en avant que ça touche directement le portefeuille, surtout pour les agents qui ont des revenus plus modestes. Oui. Pour qui une journée de salaire en moins ou 10%? Ça se sent, ça représente une somme, et ça peut alimenter un sentiment de manque de reconnaissance peut-être. D'accord. Et le document de FO, il critique la situation actuelle, mais ils évoquent aussi des craintes pour l'avenir, non? Ils parlent d'un projet qui pourrait durcir les choses, non? Oui, tout à fait. FO alerte sur une possible extension de cette période de carence. Ah, c'est-à-dire? Au lieu d'un seul jour non payé, ce projet que FO attribue au gouvernement, il porterait cette durée à 3 jours. 3 jours consécutifs sans rémunération au début de l'arrêt.
3 jours consécutifs, hein. Carrément. Oui, et si ça passait, alors là, pour Force ouvrière, c'est clair et net, il parle de triple pénalité. Triple. Comment ça? Premièrement, la perte de salaire serait beaucoup plus lourde, sur 3 jours. Logique. Deuxièmement, il y aurait toujours l'indemnisation à 90% seulement après ces 3 jours. Mhm. Et troisièmement, ce que FO interprète comme une façon d'accentuer la culpabilisation des malades, une sorte de suspicion, quoi. Pourquoi vous vous arrêtez? Et comment FO analyse cette possible aggravation? Il voit ça comme une mesure d'économie? Oui, clairement. Dans leurs documents, ils inscrivent cette crainte dans ce qu'ils voient comme une logique de réduction des dépenses publiques faite sur le dos des agents. Même si l'argument officiel, c'est souvent la lutte contre l'absentéisme. Voilà. Les promoteurs parlent de lutte contre le micro-absentéisme, de responsabilisation, mais FO, dans ces textes, rejette complètement cette lecture. Pour eux, c'est avant tout une mesure d'économie budgétaire. Qui pèse sur les salariés malades. Exactement. Et qui remet en cause, selon eux, les principes de solidarité et de protection sociale qui devraient être au cœur de la fonction publique. Ça pose la question de l'équilibre, en fait. C'est ça. C'est la question récurrente. D'un côté, la gestion des finances, la maîtrise de l'absentéisme. De l'autre, la protection sociale des agents, le droit à la santé sans être pénalisé financièrement. Et le document de FO, lui, il choisit clairement son camp, hein, la protection des agents d'abord. D'accord. Mais ce jour de carence, aujourd'hui, est-ce qu'il s'applique vraiment à tous les arrêts maladie, sans exception, ou est-ce qu'il y a des cas où on est quand même payé dès le premier jour? Alors oui, le texte de FO le mentionne, il y a des exceptions, c'est important de les connaître pour avoir le tableau complet. Oui, alors, quelles sont-elles? Premièrement, si l'arrêt est dû à un accident du travail, ou un accident de trajet, ou une maladie reconnue comme directement causée par le travail, ce qu'on appelle l'imputabilité au service ou le CITIS. D'accord, logique. Lié au service. Quoi d'autre? Deuxièmement, les congés pour de maladies plus graves, plus longues. Le congé de longue maladie, le CLM, le congé de longue durée, CLD, ou le congé pour maladie grave, CGM. Là, pas de jour de carence. Ok, pour les pathologies lourdes. C'est ça. Troisièmement, un cas un peu particulier, les affections de longue durée, les ALD. Ah oui, les maladies chroniques. Voilà, alors là c'est subtil. Le document précise que le jour de carence s'applique la toute première fois qu'on a un arrêt maladie lié à cette ALD. Ah, la première fois seulement. Oui, mais pour les arrêts suivants causés par la même ALD, là il n'y a plus de jour de carence. Donc l'exception joue, mais seulement après avoir payé la première fois, si on peut dire. D'accord, c'est une nuance importante. Et il y en a d'autres? Oui, encore 2 cas. Si c'est une prolongation directe d'un arrêt précédent ou une rechute très rapide, moins de 48 heures après avoir repris le travail. Logique, c'est la continuité. Voilà. Et enfin, un cas très spécifique et douloureux, si l'arrêt maladie survient après le décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans. Là non plus, pas de jour de carence. Ok, donc il y a quand même pas mal d'exceptions pour des situations graves ou spécifiques. Oui, elles existent et elles visent des contextes bien précis. Le lien avec le travail, les maladies graves, la continuité des soins ou des drames humains. Mais Du point de vue de FO? l'analyse qu'en fait Force ouvrière dans son document, elle est assez claire. Pour eux, ces exceptions, même si elles sont nécessaires, elles ne changent rien au fond du problème. Elles ne remettent pas en cause le caractère injuste, selon leurs mots, de la règle générale. Pourquoi? Parce que leur argument central, c'est que le jour de carence, il continue de s'appliquer à la très grande majorité des arrêts. Les arrêts courts pour des maladies ordinaires, banales. Et statistiquement, ce sont les plus nombreux. Donc pour FO, le problème, c'est le principe même. C'est ça. Le principe de pénaliser financièrement un agent parce qu'il a une grippe ou une gastro. C'est ça qu'ils contestent. Les exceptions sont vues comme des cas particuliers mais qui ne justifient pas la règle qui s'applique au quotidien à des milliers d'agents. Je comprends mieux pourquoi, malgré ces exceptions, leur position reste si ferme. Comment ils résument leur opposition dans le document? Quels mots ils utilisent? Le langage est très très direct. Ils qualifient le jour de carence de « sanction contre les malades ». Une sanction? Carrément. L'accent est mis sur l'effet financier immédiat. C'est une perte de salaire, point final. Et une perte qui est aggravée, comme on l'a dit, par l'indemnisation à 90% qui suit. Mais ce n'est pas que financier, si. Non, justement. Force ouvrière, dans son argumentaire, élève le débat. Il parle d'une atteinte au droit à la santé. Atteinte au droit à la santé. Comment ça? L'idée derrière, c'est qu'en pénalisant l'arrêt maladie, on risque d'inciter des agents à venir travailler même s'ils sont malades. Ah oui, le présentéisme. Exactement.
au détriment de leur propre santé, mais aussi de celle des collègues ou des usagers du service public. Et ils vont même jusqu'à parler d'atteinte au service public lui-même. C'est fort comme terme. Oui, et ils utilisent des slogans, des formules choc pour bien marquer les esprits. Par exemple, un agent malade n'est pas un fraudeur. Ça répond à la suspicion dont vous parliez. Tout à fait. Et une autre ligne au plan, la santé n'a pas de prix, la dignité non plus. C'est clair que le choix des mots sanction, injustice, atteinte, fraudeur, dignité, ça montre bien leur stratégie, non? Ah oui, c'est très révélateur. On voit bien qu'ils ne se placent pas juste sur le terrain technique, économique ou de la gestion. Non, c'est plus profond. Ils cadrent le débat comme une question de principes fondamentaux. Le respect des agents, le droit à la santé, la reconnaissance du travail et la défense d'une certaine idée du service public. Un service public qui protège ses agents. Et en utilisant ce registre moral presque, ils cherchent à faire quoi? Mobiliser? Oui, mobiliser leurs adhérents bien sûr, mais aussi interpeller plus largement l'opinion, les décideurs, montrer que ce n'est pas juste une petite règle de paix qui change, mais quelque chose de plus fondamental. Une opposition frontale à ce qu'ils voient comme une mesure de défiance, une dégradation des droits sociaux. Une façon de souligner un décalage peut-être entre les discours sur l'attractivité de la fonction publique et la réalité vécue. C'est tout à fait ça. Mettre en lumière ce décalage potentiel. Et cette opposition de principe, elle débouche sur quoi concrètement? Quelles sont les revendications de FO dans ce document non au jour de carence? Elles sont très claires, très nettes. Elles tiennent en 3 points principaux. Alors, le premier, Premièrement, l'abrogation, pure et simple, du jour de carence pour tout le monde, titulaire, stagiaire, contractuel. On efface et on revient à la situation d'avant 2017 sur ce point. d'accord. Suppression totale. Le deuxième point. Deuxièmement, et ça fait écho à leur crainte du durcissement. Oui, les 3 jours. Voilà. FO exige le rejet ferme et définitif de toute tentative d'instaurer ces 3 jours de carence. C'est non, catégoriquement non, à cette aggravation jugée inacceptable. Ok. Et le troisième point? Et troisièmement, ça va même plus loin que la suppression du jour de carence, ça concerne l'indemnisation globale. Ah oui. Force ouvrière réclame le maintien intégral du traitement, c'est-à-dire 100% de la rémunération habituelle, et ce, dès le premier jour de l'arrêt maladie, pour tous les agents. Donc si je comprends bien, ça veut dire non seulement supprimer le jour de carence actuel, Oui, mais aussi supprimer la règle des 90% qui suit? c'est exactement ça. Revenir à une prise en charge complète dès le début et pour toute la durée, dans les limites prévues par les statuts, bien sûr. C'est une position assez forte, non? Très forte. Si on regarde les 3 revendications ensemble, on voit une grande cohérence, mais aussi une position qu'on peut qualifier de maximaliste, en tout cas telle qu'elle est exprimée dans ce document. La logique, c'est on annule l'actuel, on empêche pire et on améliore par rapport à avant. C'est ça. Annuler le jour de carence, empêcher les 3 jours, et restaurer, voire améliorer, en garantissant 100% dès le début. Ça laisse peu de marge de négociation, on dirait. Du moins, dans la posture affichée ici, oui, Force ouvrière pose des exigences très claires. L'objectif, c'est de rétablir ce qu'ils considèrent comme un droit fondamental, pouvoir se soigner sans être pénalisé sur son salaire. C'est un marqueur important de leurs revendications sur les conditions de travail et la protection sociale. Bien, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon du contenu de ce document de Force ouvrière. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On a d'abord vu ce qu'est ce jour de carence, ce premier jour d'arrêt non payé. C'est ça. On a compris comment, pour FO, il se combine avec les 90% d'indemnisation pour créer une double peine. Oui, On a listé les exceptions, mais on a aussi vu pourquoi FO pense que ça ne change pas le problème de fond pour les maladies courantes. tout à fait. Et surtout, on a bien vu la position très très ferme de Force ouvrière via ce document. Une opposition frontale, il voit ça comme une sanction injuste, un rejet total de l'idée des 3 jours, et des revendications claires, suppression du jour de carence et paiement à 100% dès le premier jour. C'est une bonne synthèse. Et si on prend un tout petit peu de hauteur, ce débat sur le jour de carence, tel que FO le pose ici, il est vraiment Emblématique de quoi? des tensions qu'on voit souvent dans la fonction publique. D'un côté, il y a les arguments de maîtrise budgétaire, de lutte contre l'absentéisme, mis en avant par les employeurs publics. Et de l'autre, il y a les revendications syndicales, comme celle de FO ici, qui sont axées sur la protection sociale, le pouvoir d'achat, la reconnaissance des agents. C'est un conflit assez classique, en fait. Et l'argumentaire de FO dans ce document précis, il se concentre sur quoi principalement?
très fortement sur l'impact financier direct pour les agents et sur une question de principe. La maladie ne devrait pas entraîner une pénalité sur le salaire. C'est une défense du statut, des droits des agents publics, avec une vision où la protection sociale est vraiment un pilier. D'accord. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà des aspects financiers ou réglementaires qu'on a vus dans le document de FO, Oui. on pourrait se poser une question qui est un peu en filigrane de leurs arguments, sur la dignité et le droit à la santé. Laquelle? Au-delà des chiffres, comment est-ce qu'une mesure comme le jour de carence, et surtout la perception qu'en ont les agents relayés par leurs syndicats comme FO, comment est-ce que ça influence au quotidien la relation de confiance entre les agents et leur administration? Hmm, la confiance. C'est une bonne question. Et quelles pourraient être les conséquences un peu invisibles, par exemple sur ce fameux présentéisme dont on parlait, le fait de venir travailler malade, avec tous les risques que ça comporte, juste parce qu'on craint de perdre du salaire? Oui, c'est une dimension plus qualitative, mais sans doute essentielle des effets de ce jour de politique. Une piste de réflexion intéressante pour finir. Voilà, une question qui reste ouverte.